L'idée, c'est de vous parler de Zapier, de tous les outils d'automatisation. Et voilà, on va parler process. Déjà, peut-être avant de démarrer, qui connaît Zapier? Ok, bon, ça va. Et qui utilise Zapier? Ok. Alors, bon, bah, c'est bon. Donc déjà, je ne me suis pas trompé sur la présentation. La présentation, elle va être très orientée étude de cas parce que le truc de parler de la théorie et de parler de l'intérêt de l'automatisation, je pense que l'automatisation, ça parle en soi, c'est faire au robot ce que nous, on a pas enfin, les tâches sur lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée. Donc, je n'allais pas passer une demi-heure là-dessus, même si j'avais dû vous vendre quelque chose, je l'aurais fait. C'est pas le cas. L'objectif, c'est de vous montrer, en fait, de vous faire prendre conscience qu'il y a une armée de robots qui est là à votre disposition. Là. Elle est là, elle est déjà existante, il n'y a pas besoin d'aller la recruter, elle est déjà là. Et que vous n'en avez certainement pas conscience ou très peu conscience. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à entendre parler de Zapier, je me suis dit, c'est bizarre que tout le monde en parle et je vais chercher et en fait, je ne comprends pas à quoi l'outil sert. Et il a vraiment fallu que je mette les mains dedans pour vraiment comprendre toute la portée que ça a. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai à peine 10% de la portée que ça peut avoir. Et vous verrez que je vais vous montrer quand même quelques études de cas qui balayent pas mal de cas d'automatisation qui sont assez sympathiques. Ah ouais, faut que je te fasse quoi? Faut que je te fasse un canal, faut que je fasse ça. C'est déjà un robot derrière. Sinon, il y a les appels qui existent, mais bon, je sais. Un point qui est important, c'est en fait, il y a un vrai virage. Et ce virage, il s'est encore plus accentué avec la crise qu'on a eue. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vagues de licenciements de manière assez importante. Elles ont déjà été entamées. Et derrière ça, il y aura deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui vont continuer en fait, à avoir besoin de recruter pour développer leur activité. Et à côté de ça, en fait, il y a déjà un noyau d'entreprises, notamment les entreprises SaaS, qui sont déjà dans un mode de scaling. C'est-à-dire, le scaling, c'est-à-dire de développer leur activité en gardant une structure de coût qui est réduite. Et donc, du coup, il y a vraiment un virage qui est en train de s'opérer là. Et il va y avoir un combat qui va être assez frontal. Et les entreprises qui ne prennent pas ce virage de l'automatisation, elles vont disparaître. Elles vont disparaître à 5 ans, à 10 ans, mais c'est sûr qu'elles vont disparaître parce que les entreprises qui automatisent et qui justement utilisent ce levier du scaling vont simplement écraser toutes les autres. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler des outils no-code, mais c'est un truc qui est vraiment en train d'exploser en ce moment. Ce n'est pas un truc qui existe depuis quelques semaines ou quelques mois, mais c'est vraiment là maintenant que c'est en train d'exploser. Par exemple, moi je me rappelle quand j'ai fait mes premiers sites internet qui reposaient sur des bases de données dans les années 2000, 2001, 2002, j'utilisais des bases de données Access, donc on a tous appris à l'école avec Microsoft, et on les connectait avec UltraDev, qui était la version Dreamweaver qu'on connectait à des bases de données. Et déjà, nous, on faisait des interfaces métiers avec ça. Donc, le no-code ne vient pas de naître. Le no-code a quasiment toujours existé depuis que les logiciels, en fait, existent. Parce que l'idée du no-code, c'est de mettre à la disposition du plus grand nombre des fonctionnalités sans avoir à aller coder, justement. Par contre, là, il y a un vrai essor. Et aujourd'hui, ça prend une autre dimension parce qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui métiers qui sont hyper spécialisés dans tel ou tel domaine que d'avoir des outils comme Zapier qui vont faire l'interconnexion entre ces différents outils pour nous permettre vraiment d'avoir une puissance d'automatisation qu'on n'avait pas jusqu'avant. Alors, il y a plein d'outils no-code et franchement, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Je vous ai mis ici les principaux, notamment sur les bases de données ou des applis métiers. Il y a Airtable, Infinity, Honeycode qui vient de se lancer. Donc, Honeycode, c'est la plateforme de Amazon qui vient de se lancer dans le no-code. Des applis mobiles avec Glide, Adalo, Bubble. Pour interconnecter et synchroniser, il y a Coupler, donc qui est un petit module mais qui est vraiment extrêmement puissant. L'automatisation avec Zapier, mais en fait Zapier ressort beaucoup, mais il y a d'autres alternatives à Zapier, Integromat, Microsoft Flow, IFTTT. Le truc, c'est que Zapier en fait a vraiment une longueur d'avance sur le nombre d'applis qui peuvent interconnecter. Je crois qu'ils sont à 3000 applis, enfin c'est assez démesuré. Et il y a des outils comme qui peuvent récupérer les données ou le scrapping, donc là, Web Scrapper. Voilà. Je vous ai mis vraiment les principales catégories, juste pour vous donner un aperçu de ce qui est possible de faire, mais on peut vraiment faire d'autres choses. Il y a même des outils aujourd'hui no-code qui permettent de faire des jeux de simulation. Donc c'est vraiment pour dire que ça va très très loin aujourd'hui. Tous ceux qui sont en vert, ce sont des outils dont je vais parler et je vais présenter une application qui a été réalisée à partir de ces outils-là.
Si vous voulez plus d'infos sur les outils no-code, il y a le Slack de la communauté no-code francophonie, c'est No-Code France. Donc vous pouvez aller sur le site nocode-france.fr, vous cliquez sur rejoindre le Slack et du coup vous avez vraiment accès à l'actualité, ils font de la veille, il y a des problématiques qui se présentent. Vraiment si vous voulez être au courant de ça, allez là-dessus. Et sinon il y a un site qui s'appelle queloutilnocode.fr qui recense tous les outils. Donc il y en a une bonne centaine qui est recensée et ils ont plus ou moins testé déjà les outils dont ils parlent. Si vous voulez faire de la veille et si vous voulez aller un petit peu plus loin. Mais si l'introduction, elle porte sur les outils, c'était plus pour vous parler de la vague qui est en train d'apparaître et pour vous montrer qu'en fait, c'est vraiment une tendance de fond qui va s'inscrire. Mais on est tous d'accord que l'outil pour l'outil, ça n'intéresse personne. Et donc, la finalité, c'est surtout pas l'outil. La finalité, c'est celle-là, c'est l'automatisation des tâches pour, du coup, scaler l'activité sans démultiplier les ressources. Et du coup, faire la différence dans ce virage-là entre les boîtes qui vont être sur un business traditionnel avec un business qui va plafonner et d'autres boîtes qui vont pouvoir en fait aller faire sauter les goulots d'étranglement qui sont liés à l'automatisation des tâches grâce aux outils. Parce qu'on l'a vu, l'idée c'est de garder ça en termes de marge et pas garder ça en termes uniquement de chiffre d'affaires et du coup vraiment de scaler la marge et pas uniquement le chiffre. Donc du coup, ce qui consiste à garder une structure de coût qui est relativement faible. Il y a différentes étapes pour automatiser un process. La toute première consiste à standardiser. C'est-à-dire qu'un process qui est 100% sur mesure, vous ne pourrez pas l'automatiser. Parce que justement, le 100% sur mesure, c'est typiquement vous recevez un mail, là, vous répondez spécifiquement à la personne qui vous a envoyé un mail parce que vous avez toute la connaissance que vous avez pour répondre à la personne à ce mail-là. Donc il y a toujours un minimum, même pas un minimum, il y a un travail de standardisation à faire. Et il faut faire attention au blocage qu'on peut avoir en se disant qu'on ne peut pas tout standardiser parce qu'en fait, bien souvent, sur les process, on peut au moins standardiser 80% d'un tronc commun en fait. Et donc, il faut identifier ce tronc commun qu'on peut standardiser pour le standardiser. Et ensuite, derrière, c'est la standardisation qui va nous permettre l'automatisation. On ne peut pas imaginer automatiser si on ne passe pas par cette première phase de standardisation. Une fois qu'on a fait cette phase de standardisation, on va avoir un premier levier qui va consister à faire travailler les autres à notre place. Donc l'idée, c'est de faire travailler soit nos clients, soit nos fournisseurs, soit nos partenaires, mais de faire travailler quelqu'un à l'extérieur de notre structure. Pour moi, le meilleur exemple de standardisation et de faire le travail par les autres, enfin en tout cas un très bon exemple, c'est la plateforme 99design.com. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme en fait, qui a vraiment révolutionné le business model des agences d'infographie. Donc typiquement, vous pouvez faire des couvertures de livres, vous pouvez faire des logos, vous pouvez faire enfin bref, tous les visuels, des pages de vente, etc., enfin des pages de sites, des modèles, des templates de WordPress. En gros, tout ce qui est design. On va juste focaliser sur la création de logos. Eux, leur job, ça a été quoi? En fait, ils ont mis en place une plateforme, ils ont standardisé en fait la définition du besoin client. C'est-à-dire que là, les écrans que vous voyez, c'est que quand on est client, qu'on a besoin d'un logo, on arrive sur cette première page-là, on va dire en fait les logos qu'on aime bien. On va cliquer sur des logos en fait qui ont des images, enfin des visuels qui sont très différents. Ensuite, on va cliquer sur les codes couleurs qu'on aime bien. Ensuite, on va définir un style. Donc là, on n'a pas tout le détail, mais ça peut être soit très business, ou soit ça peut être très moderne ou alors très classique. En fait, on va comme ça définir par rapport à différents angles ce qu'on a besoin. Et derrière, on va faire un brief sur c'est quoi le produit qu'il y a derrière, c'est quoi notre activité. Voilà, bref. Tout le travail que les agences d'infographie font avec le client en interview pour leur demander c'est quoi votre métier, qu'est-ce que vous avez besoin. 99 Design l'a fait en standardisant ça, en passant différents écrans. Et donc du coup, une fois qu'eux, ils ont fait le travail de standardisation, du coup, c'est le client derrière qui fait le job. Et si le client passe 2 heures sur son formulaire, 99 Design, il ne passe pas plus de temps. Ils ont fait ça côté client, mais ils ont fait ça aussi côté livraison des infographistes. Donc en gros, c'est vous faites une demande, derrière, ça ouvre un concours et il y a des infographistes qui peuvent participer à ce concours-là. Et donc c'est pareil, le fait de livrer et d'itérer sur la livraison des visuels est également organisé dans 99 Design. Donc, y compris ça, c'est standardisé. Et derrière, il y a une première phase de choix de finalistes et après, les 3-4 finalistes qu'on a en dernier continuent à itérer et c'est à la fin de cette deuxième itération, qui est bornée aussi dans le temps, où on va choisir le gagnant final. Et du coup, ils ont également standardisé la contractualisation et la tarification. C'est-à-dire que c'est eux qui définissent le tarif et c'est eux qui définissent, en fait, qui structurent le contrat
entre eux et le client, mais du coup derrière ils redistribuent à ceux qui sont les gagnants. Et donc la puissance de ça, c'est que juste sur une plateforme, derrière ils peuvent avoir des centaines de milliers de clients en 99 Design. Derrière, le travail est fait par les infographistes et les clients. Eux, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est continuer à améliorer la standardisation du process et la fluidité du process. Donc ça, c'est pour vous faire prendre conscience de la capacité que vous pouvez avoir des fois à déléguer une tâche à l'extérieur de votre entreprise. Deuxième levier que vous avez, bien sûr, c'est l'automatisation. Et en orange, c'est la réalisation des tâches par vous-même, notamment. Là, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée. Mais déjà, quand c'est standardisé, déjà, on passe beaucoup moins de temps à travailler sur une tâche à forte valeur ajoutée. Donc, pour ne pas rester uniquement dans la partie théorique, donc on va avoir des études de cas. J'en ai prévu 4 ou 5, il me semble. Donc, le suivi des ventes, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, nous, de notre côté. Donc, tu peux passer là en revue. La première phase, en fait, avant de pouvoir standardiser, c'est déjà comprendre en fait le process. Et pour comprendre le process, il faut le cartographier. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'outil de cartographie qui s'appelle le SIPOC. S comme supplier, I comme input, P comme process, O comme output, C comme customer. Donc en fait, c'est le fournisseur du process qui apporte des inputs du process. Après, il y a le process, donc il y a la transformation. L'output du process qui est délivré à un client du process, qui n'est pas forcément le client de l'entreprise. C'est vraiment cette logique-là. Donc on a le fournisseur Facebook, YouTube, AdWords qui nous apporte du trafic dans le process marketing d'acquisition de prospects. Ensuite, on a l'équipe de vente qui nous apporte de la pub, l'équipe de vente qui apporte également des budgets. L'acquisition de prospects se fait au travers d'une landing page. Derrière, ça produit une liste de prospects qui va alimenter une base. Ensuite, il y a une qualification du prospect donc au travers d'un tunnel, je ne vais pas revenir là-dessus. Ensuite, du coup, le prospect réserve un appel au téléphone. Du coup, il y a le commercial qui fait un premier appel de qualification. Si le prospect n'est pas qualifié, eh bien, on le relance dans la boucle pour continuer à lui envoyer du contenu, pour continuer à le qualifier. Et s'il est qualifié, eh bien, on va lui proposer un deuxième appel où là, on va rentrer un petit peu plus dans la présentation de l'offre. S'il refuse l'offre, on le refait rentrer dans la qualification. Et s'il accepte l'offre, il paie la formation. Donc, du coup, après, il est pris en charge par le process de prise en charge des nouveaux clients, donc dans le onboarding. Et ça nous fait... et si c'est un prospect qualifié pour une prestation clé en main, donc là on fait tout pour lui, là du coup ça rentre dans un autre process de négociation. Mais déjà l'idée c'est, avant d'aller automatiser et standardiser le process, c'est déjà bien comprendre comment il se déroule dans le temps, dans les différentes étapes. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien après on a mis en place l'outil. Pour ça on a utilisé Airtable. Donc ce qu'on va faire, c'est que la personne qui est responsable du marketing, des budgets pub, chaque jour, elle va venir renseigner dans Airtable les budgets pub, donc que ce soit Facebook Ads ou YouTube Ads. Elle va mettre le budget et elle va mettre le nombre de prospects qui rentrent dans la séquence. Et ça, c'est fait manuellement? Ça, c'est fait manuellement. Alors, on pourrait l'automatiser. Alors, ça demanderait un niveau d'automatisation supérieur. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas de le garder en manuel parce que du coup, ça oblige la personne qui est responsable du budget à suivre ses budgets. Donc, mais je suis d'accord, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais le fait qu'elle suive ses budgets et que ça l'incite à suivre ses budgets, pour moi, ça a de la valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas été dans ce travail-là. Ensuite, le client, lui, arrive dans la partie du process où, du coup, il veut réserver un call. Donc, il a un agenda qui est géré dans l'outil You Can Book Me, qui est vraiment un outil métier pour gérer les prises de rendez-vous. Et derrière, il renseigne un formulaire de candidature où nous, on va poser des questions qui vont nous permettre de savoir s'il est qualifié ou pas. Tout ça va s'enregistrer automatiquement dans notre outil métier, qu'on a vraiment développé sur mesure, parce que c'est juste un outil de base de données, Airtable, où du coup, on a tous les calls qui sont réservés. Donc là, on a les calls programmés, et ça, c'est rattaché à chaque commercial. Le commercial, lui, quand il arrive dans l'appli, on lui a fait une vue agenda Pierrick, donc juste pour Pierrick. Lui, il a directement accès à tous ses calls, donc il peut se plugger et voir en fait les calls qu'il a dans la journée. Et d'un simple clic, si tu avances, d'un simple clic, en fait, il a accès à la fiche du client, du prospect. Donc, il a accès au formulaire qui a été renseigné. Donc, ça lui permet déjà de préparer son entretien juste avant qu'il ait son entretien. Et tout ça est vraiment centralisé sur un seul outil.
Ensuite, on va demander, nous, au closer, donc au commercial qui appelle, à juste de renseigner le statut de l'appel. Donc, il doit renseigner est-ce que l'appel il est chaos, c'est-à-dire que la personne n'a pas répondu. Est-ce que le call 1 il était hors cible, c'est-à-dire que la personne n'était pas qualifiée. Est-ce qu'il y a un call 2 qui est programmé. Est-ce qu'au call 2, ça n'a pas abouti parce que la personne n'a pas répondu. Est-ce que c'est un call ensuite qui est déclenché sur le clé en main ou est-ce qu'il y a une commande à valider. Et en fait, l'idée, c'est que derrière, nous, on puisse suivre en fait, tous les calls étape par étape dans le process. Et ça, cette vue-là, on reste dans le même outil. Donc c'est toujours un outil de base de données, c'est simplement qu'il y a différentes vues. On peut avoir des vues calendrier, on peut avoir des vues comme ça avec différentes étapes. Oui. Moi aussi, j'utilise Airtable pour suivre les prospects, mais en fait, là, tu recrées finalement un CRM. Par rapport aux outils qui existent, tu n'as pas trouvé ton bonheur dans les CRM existants. Alors, il y a des outils comme Pipedrive, par exemple, qui refont ça. Mais le truc, c'est que en fait, là, l'outil que j'ai fait, c'est un outil qui est sur mesure par rapport à notre besoin. Dès que tu vas être plugué sur des outils du marché qui existent, en fait, tu vas avoir des ribambelles de fonctionnalités dont tu ne vas jamais te servir, mais du coup, qui vont venir un peu parasiter les informations dont toi, tu as besoin. Et derrière, il y a peut-être des choses dont tu auras besoin, comme par exemple, tu vois, la prise de rendez-vous en amont, qui ne seront pas forcément gérées. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir... L'idée de Airtable, enfin la puissance de Airtable, pour moi, c'est vraiment que tu fais un outil qui est vraiment sur mesure par rapport à ton besoin. Ouais. Il gère leur agenda directement dessus, c'est ça? Alors, leur agenda est mis à jour via You Can Book Me, mais You Can Book Me met également à jour l'agenda de Airtable. Donc, ils viennent plus dans Airtable pour en fait voir les calls qu'ils ont dans la journée, mais c'est vrai que leur agenda, ils le suivent plutôt dans Google Agenda. On peut le faire avec Google Agenda aussi. Mais tu n'auras pas ce niveau de... Par exemple, tu vois, dans Google Agenda, tu pourras pas mettre toutes les informations du client. Là, tu vois, et puis si tu fais dans Google Agenda, enfin nous, au niveau centralisation, on perd toutes les informations, tu vois. Alors que nous, on a vraiment un intérêt à garder et à avoir un œil sur ce que font les commerciaux. Derrière, lui, le commercial, une fois qu'il prend son call, à la fin, en fait, il a juste à changer le statut de son call et après à renseigner le chiffre d'affaires. Donc soit c'est un appel refusé, enfin c'est une commande refusée, soit on renseigne le chiffre d'affaires, donc prix proposé, chiffre d'affaires commandé et chiffre d'affaires au premier paiement. Derrière, du coup, en automatique, on a un tableau de bord qui se met à jour, un tableau d'indicateurs, où on a du coup les budgets pub, parce qu'on les a récupérés via le service marketing. On a le nombre de prospects, on suit ça semaine par semaine et mois par mois. Le coût par prospect, du coup le nombre de calls réservés, le nombre de calls qui ont abouti, donc du coup le taux de call effectif. Et du coup, on a vraiment toute une ribambelle d'indicateurs qui sont liés sur qu'on va suivre sur toute la durée en fait, de notre process. Et on a également le chiffre d'affaires au premier paiement, ce qui nous permet de mesurer le besoin en fonds de roulement, parce qu'on peut avoir une séquence qui est rentable, mais qui nous demande quand même de l'argent, de la trésorerie, parce que le premier paiement ne couvre pas en fait, les frais publicitaires. Donc tout ça est piloté derrière en total automatique, parce que en fait, dans l'outil Airtable, on a déjà prévu ça. Donc au niveau de la standardisation, on a standardisé toutes les étapes par lesquelles passe le prospect. Au niveau de la contribution, ce sont les clients qui s'inscrivent en remplissant leur email et qui ensuite réservent leur rendez-vous en remplissant le formulaire de candidature. Le niveau de l'automatisation, c'est une fois inscrit, le prospect reçoit de façon automatique les relances pour l'inciter à réserver un rendez-vous. Une fois le rendez-vous pris, il est relancé de façon automatique pour remplir le formulaire de candidature et tous les indicateurs de performance sont calculés en automatique. Et au niveau des tâches à forte valeur ajoutée qui nous incombent, il y a le responsable pub du coup qui renseigne les budgets, le commercial qui doit mettre à jour la fiche et du coup on peut analyser nous derrière vraiment tout le tunnel de vente, les différents indicateurs pour voir à quel endroit il y a un problème pour pouvoir corriger. Donc ça c'était la première étude de cas. Deuxième étude de cas, c'est le suivi de la livraison des coachings. Donc pareil, on passe toujours par une phase de cartographie pour bien comprendre le process pour ensuite pouvoir le standardiser. Il y a une mise en relation qui est faite entre le coach et le client. Donc là, on parle vraiment des coachings, c'est-à-dire qu'on est sur... nous, on vend des prestations d'accompagnement à distance. Donc on a des coachs, par exemple, on vend un pack de 10 séances de coaching. Donc ils ont l'information pour savoir ce qu'il faut faire. Et derrière, ils ont un coach, ils ont 10 séances avec lui de 3 quarts d'heure. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de répondre à toutes leurs questions et de savoir où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur process. Donc on parle vraiment de ce process-là, là maintenant. Donc quand on vend ces 10 séances de coaching, qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a une prise de rendez-vous, il y a la séance de coaching qui se fait. Suite à la séance de coaching, il y a un enregistrement du call qui se fait. Du coup, il y a aussi une mise à jour du statut du projet d'investissement du client. Derrière, il y a une validation du coaching. Donc du coup, parce que nous, en fait, le coach, il doit nous facturer sur la base des coachings qu'il a réalisés.
Derrière, il y a une évaluation NPS, donc une évaluation de la satisfaction du client par rapport au coaching qu'il a reçu. On lui envoie l'enregistrement du call et on lui envoie aussi un lien pour réserver sa prochaine session de call, sa prochaine session de coaching. Donc ça, c'est le process tel qu'il est cartographié et tel qu'il se passe. La problématique qu'on avait par rapport à ça, c'était qu'en fait, initialement, tous les coachs envoyaient leurs petits emails à leurs clients. Et derrière, en fait, il y avait une hétérogénéité dans la qualité des mails qui étaient envoyés. Et derrière, forcément, une fois le NPS il était envoyé, une fois il n'était pas envoyé. Enfin bref, il y avait des problèmes de robustesse du processus. Donc ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place un Google Form. Une fois que le coach a réalisé sa séance de coaching avec le client, il va renseigner le Google Form. Donc il va mettre l'email du client, la date du coaching, le statut du projet et il va uploader l'enregistrement du coaching. Ensuite, il y a un Zap, donc une automatisation dans Zapier qui va capter les informations et qui va envoyer un mail au client avec l'email du coach en expéditeur. Donc c'est comme si c'était le coach qui a envoyé le mail, sauf que c'est Zapier qui l'envoie. Et à l'intérieur, on a un mail type. Donc suite à notre séance de coaching, j'ai le plaisir de te transmettre l'enregistrement de notre session. Donc systématiquement, il y a l'enregistrement de la session qui part. Pour permettre de rendre nos séances de coaching toujours plus efficaces, pourrais-tu répondre à ce court questionnaire? Là, on envoie le lien vers le questionnaire de satisfaction, qui est un questionnaire qui est très court, qui est vraiment très efficace. Hâte d'avancer avec toi sur ton projet pour les prochaines séances. Là, on reprend le prénom et le nom, donc on personnalise aussi le mail du coach, coach du réseau des visionnaires. Et j'en profite pour te rappeler le lien à utiliser pour caler notre prochaine séance. Et du coup, là, on revoit le lien sur le You Can Book Me du coach qui est affecté. Ensuite, du coup, le client reçoit ça en automatique. Du coup, lui, il peut aller sur le questionnaire de satisfaction. Il va remplir, là encore, c'est un Google Form. Et là, Zapier, dès qu'il y a une nouvelle note qui est identifiée dans le Google Sheet raccordée au Google Form, il va déclencher un envoi d'email, cette fois-ci au coach, pour lui faire le feedback de son coaching. Et donc, on reprend toutes les informations de la séance, on lui reprend la note. Et on lui dit que tu peux utiliser ce commentaire pour accentuer tes points forts et rendre tes séances de coaching toujours plus efficaces. Donc c'est comme si en fait on avait un email qui partait de notre équipe pour lui donner du feedback à lui par rapport à son coaching. Et tout ça se fait vraiment sans que nous on ait quoi que ce soit à faire. Et derrière, ce qu'on a fait, c'est que si il y a une note qui est inférieure à 7, donc sur 10, on a un message qui part sur Slack à la responsable qualité chez nous. Et du coup, elle a une notification comme quoi il y a une note qui est inférieure à 7. Et donc, du coup, ça lui permet, elle, d'aller écouter l'enregistrement. Ça lui permet d'aller peut-être reprendre contact avec le coach. Ça lui permet de reprendre contact avec le client pour comprendre ce qui s'est passé, pour que toujours on soit en fait dans une logique d'amélioration. Et du coup, le temps de valeur ajoutée là, il est vraiment fait en mode exception. C'est-à-dire que nous, on ne reçoit pas toutes les notifications de qualité des coachings. Mais par contre, dès qu'il y a un problème, on le reçoit. Donc, tout le process a été standardisé, ce qui garantit du coup le même niveau de qualité, quel que soit le client et quel que soit le coach. On fait contribuer les coachs parce que c'est eux qui enregistrent les coachings et qui l'uploadent d'ailleurs dans le formulaire. De son côté, le client renseigne le questionnaire de satisfaction et c'est le client qui réserve de son côté, en toute autonomie, le prochain créneau pour le coaching. Au niveau de l'automatisation, tout ce que je vous ai montré, le client reçoit en automatique l'enregistrement de son coaching avec un lien en NPS. Le coach reçoit le résultat du questionnaire et un message est envoyé en automatique si la note est inférieure à 7. Et nous, ce qu'on fait, c'est que le service client peut passer du temps à piloter vraiment la performance et aller vraiment passer du temps là où il y en a besoin. Troisième étude de cas, alors là c'est une étude de cas d'un client, parce qu'on a commencé à proposer des prestations de mise en place de Zap pour nos clients. Donc là c'est un centre de formation qui fait des formations en physique. Donc il n'a pas de formation sur internet, c'est que du présentiel. Donc il passe par un téléopérateur qui lui envoie, qui prend des rendez-vous pour ses commerciaux. Ensuite, du coup, à partir de là, en fait, le téléopérateur envoie un mail à la société pour dire, voilà, tel jour à telle date, il y a un rendez-vous. Et de manière exceptionnelle, s'il a accès à l'agenda du commercial, il peut lui bloquer le créneau. Ensuite, il y a l'entretien physique qui se passe. Derrière, après l'entretien, le commercial retourne à la boîte
et ressaisit toutes les informations de l'entreprise, de la formation qui l'intéresse, du nombre d'heures, les stagiaires, etc. Et du coup, en fait, c'est déjà un doublon avec les informations qu'avait déjà en fait, le téléopérateur. Ensuite, du coup, il envoie un mail au service administratif de Génie Formation, qui est la société, pour que Génie Formation, de leur côté, en fait, prépare la convention de stage, prépare le devis, prépare le programme et prépare un petit mail qui va bien pour envoyer au client pour validation du devis. Du coup, tout ça, c'est un traitement manuel. Et derrière, du coup, il y a une négociation qui commence avec le commercial. Et à l'issue de ça, ils vont savoir si le client est OK ou pas. Et donc, du coup, ils vont renvoyer le document pour le faire signer, le devis pour le faire signer et pour finaliser la vente. Et donc, beaucoup de traitements manuels autour de ça. Et ce que m'a dit Jimmy, donc le client, il m'a dit, écoute, c'est simple, moi aujourd'hui, je ne peux pas développer l'entreprise en gardant ce process-là. Parce que si je développe le chiffre d'affaires de l'entreprise, aujourd'hui, ils ont que 2 commerciaux. Si je développe l'entreprise, en fait, il faut que je mette une personne à temps plein juste pour ça, juste pour gérer la partie administrative. Donc du coup, je vais vous montrer ce qu'on a fait et qui va lui éviter du coup d'embaucher une personne. Sur la partie, du coup, le téléopérateur, lui, on lui a donné accès pareil, à un You Can Book Me et il a la liste des commerciaux qui sont en fait classés par région. Donc on a un commercial par région. Donc déjà, vous voyez qu'il a passé de 2 à 4. Derrière, du coup, c'est le téléopérateur qui va renseigner, bloquer dans le créneau, donc dans l'agenda du commercial, son créneau. Une fois qu'il a renseigné ça, en fait, il va déjà répondre à un questionnaire. Donc là encore, on est passé par une phase de standardisation où on a besoin de toutes les informations du client. Donc son code postal, de toute façon, il faut aller le voir. Donc il faut son code postal, son adresse, sa ville, son pays, peut-être même son numéro de SIRET. Parce que s'il a été dans une démarche de phoning, ça veut dire que déjà, il avait des informations par rapport au client. Donc il renseigne tout ça. Et derrière, You Can Book Me, lui, en automatique, va envoyer une notification au client, enfin au prospect pour la réservation du call, pour la réservation du rendez-vous physique. Il va envoyer un mail de notification au commercial et il va envoyer un mail de notification également à l'entreprise pour qu'elle sache qu'il y a un nouveau rendez-vous qui a été pris. Et derrière, il y a Zapier qui reprend le relais pour aller prendre les informations qu'il y a dans You Can Book Me qui ont été saisies par le téléopérateur et pour aller créer une ligne dans la fiche entreprise, donc une nouvelle entreprise, une ligne dans la table rendez-vous et une ligne dans la fiche devis. Ensuite, le commercial, il accède à Airtable, donc du coup à la base de données. Il va dans la liste de ses rendez-vous à réaliser et du coup, il tombe sur les rendez-vous qu'il a réalisés. Et donc, c'est là qu'il va aller compléter les informations qu'il va récupérer au moment du rendez-vous. C'est-à-dire la date du devis, la formation. Donc, il va accéder à une liste de formations qui sont accessibles dans Airtable, le nombre d'heures, le nombre de jours, le nombre de stagiaires, enfin bref, toutes les informations que lui va aller récupérer en plus de ce qui était déjà saisi. Mais du coup, il a moins d'informations à copier-coller. Une fois qu'il a renseigné ces informations, il va aller il y a une colonne qui s'appelle demande de validation, et là, il va aller cocher. Et à partir du moment où il coche cette case-là, pour demander la validation, donc là, on va passer sur l'écran suivant, ça va déclencher un zap. Et ce zap, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il va aller ajouter une tâche dans Monday. Donc en fait, ils utilisent Monday comme outil de to-do list. Et donc du coup, la personne qui est en charge de la validation des devis, elle va avoir une tâche supplémentaire dans son Monday. Et elle va également recevoir un email de notification d'une demande, enfin d'un devis à valider. Donc du coup, ce qui va lui permettre de retourner dans Airtable pour aller vérifier les informations. Du coup, elle retourne dans Airtable et là, on a fait une colonne en fait avec une formule qui va aller checker que toutes les informations importantes pour générer un devis sont bien présentes. Et donc, on a fait cette colonne info manquante et du coup, on va lister. Donc, c'est simplement une concaténation des champs. Et donc, du coup, si les champs sont remplis, si les champs sont vides, on leur dit de mentionner. Et du coup, on a la liste en fait, de tous les éléments qui manquent. Du coup, même la personne qui va valider, elle n'a pas besoin de repasser sur toutes les cases en fait, parce qu'elle a une colonne en fait, qui va lui simplifier la vie en lui disant il manque telle information et donc du coup, elle va pouvoir aller retourner directement cette information. Juste avant, une fois que la personne a fait ce travail-là, elle a juste à cliquer sur valider pour envoi. Et derrière, ça va déclencher un nouveau zap qui a quelques tâches. Les premières tâches, ce sont des récupérations des données qui ont été saisies du coup en Airtable.
Ensuite, on a, pour certaines cas de figure, on a un formatage de certaines données, notamment des champs de date qui ne sont pas toujours évidents à retranscrire dans les devis, etc. On utilise deux Google Docs qui sont en fait des modèles de documents. À l'intérieur, il y a des variables et du coup, on va remplacer les variables par les informations qu'on aura récupérées dans Airtable. Donc ça, c'est encore Zapier qui le fait. On va récupérer du coup les PDF issus de ces Google Docs et on va les envoyer derrière. Attends, on revient sur. Donc ils sont du coup enregistrés dans Google Drive. On va mettre à jour la base de données dans Airtable avec les URL des fichiers devis et des fichiers convention de stage. Et on va envoyer un mail au client avec tous les liens de tous les documents qu'il a besoin, c'est-à-dire le devis, la convention de stage et y compris le programme de formation. Parce que du coup, comme le commercial a rattaché la formation, et bien du coup, nous, on a une base de formation, de programme de formation. Du coup, on peut juste cliquer pour récupérer le programme de formation. Et là, encore 100% en automatique. Bien sûr, quand le client reçoit son mail, à l'intérieur, on lui préconise de signer en ligne son devis. Donc, il a un lien sur lequel il peut cliquer. Une fois qu'il a cliqué sur ce lien, on déclenche un zap. Donc, une fois qu'il a signé son document au travers de l'outil SignNow, ça déclenche un zap. Dans le zap, on va récupérer le PDF signé qu'on va enregistrer dans le Google Drive. On va ajouter les URL du devis signé et la convention signée dans Airtable et on va envoyer un mail de notification au commercial pour lui dire ton devis il a été signé par le client, donc champagne. Donc le travail qu'on a fait par rapport à ça au niveau de la standardisation, c'est le questionnaire de prise de rendez-vous, les informations nécessaires à la génération du devis, les programmes de formation, le format du devis, le format de la convention de stage, les emails de notification envoyés à chaque étape. Donc ça, c'était des choses qui étaient un petit peu faites au coup par coup à chaque fois. Au niveau des tâches qui sont réalisées à l'extérieur, il y a le téléopérateur qui saisit les informations de l'entreprise à la prise de rendez-vous, le commercial qui complète les infos et le devis qui est signé par le client en ligne. Au niveau de l'automatisation, les notifications, la génération des devis, la génération des conventions, les emails, les envois des emails et l'archivage des fichiers, tout dans Google Drive. Du coup, la seule tâche qui n'est pas automatisée, c'est la vérification des informations du devis avant la génération et envoi et le suivi des indicateurs de performance, parce que du coup, à partir de ce moment-là, on a tous les indicateurs de performance qui découlent en fait de la signature des devis, le pourcentage de devis signés, etc., etc. J'ai voulu un petit peu sortir des process pour vous montrer qu'il y avait aussi d'autres possibilités offertes par le no-code aujourd'hui. Donc par exemple, il y a une appli mobile qui m'a pris franchement 2-3 heures. Et dans les 2-3 heures, il y a vraiment la prise en main de l'outil. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est hyper accessible et que c'est hyper rapide. L'appli, elle est toute simple. On se connecte avec un email parce que du coup, c'était une appli qui était... Enfin, c'est une appli qui est vraiment en test. L'idée, c'était vraiment de faire un prototype pour imaginer ce qu'on pouvait faire avec l'outil. Donc le cercle des visionnaires, on a une liste de membres, on a à peu près 240 membres aujourd'hui qui sont abonnés. Et l'idée, c'est de leur mettre à disposition ce qu'on a aujourd'hui sur Facebook ou sur la plateforme en termes de contenu, de leur mettre à disposition au travers d'une appli mobile parce qu'il y en a encore quelques-uns, des irréductibles, qui ne veulent pas passer à Facebook. Donc l'idée, c'est qu'ils renseignent leur email et à partir de l'email, nous, on peut les authentifier en voyant qu'en fait, qu'ils sont abonnés. Donc ils arrivent sur cet écran-là, vas-y, tu peux passer. Ensuite, vous voyez qu'en bas, il y a deux menus, cerveau collectif et contenu. Donc le cerveau collectif, en fait, c'est toutes les publications qu'il y a sur le groupe Facebook qui sont reprises ici dans l'application. Quand ils vont dans le détail, ils voient le détail de la publication. Et s'ils veulent accéder directement à Facebook pour voir la publication et voir s'il y a d'autres commentaires qui sont liés à cette publication, ils cliquent sur le permalink URL et du coup, ils accèdent directement à Facebook. À côté de ça, du coup, en bas, du coup, il y a un deuxième menu qui est le contenu. Et là, en fait, on a listé, nous, des contenus qu'on veut mettre à disposition de nos membres. Donc, ça peut être des contenus podcast, vidéo, live. Et là encore, ils cliquent et sur un deuxième écran, ils arrivent directement sur le titre, la vidéo, etc., etc. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Derrière ça, donc, vous avez en haut à gauche, c'est l'interface de Glide. Et en fait, Glide se plug sur un Google Sheet. C'est-à-dire que vous n'avez pas de développement de base de données à l'intérieur de Glide. Glide, vous lui dites juste, tu vas chercher ce Google Sheet-là et mes informations de mon appli, elles sont dans ce Google Sheet-là. Donc, en fait, mes informations à moi sont enregistrées dans ce Google Sheet qui s'appelait appli CDV. Et Glide va chercher automatiquement les informations qui sont dans ce Google Sheet. Mais du coup, il faut que j'alimente ce Google Sheet. Donc, soit je l'alimente manuellement, ou soit j'utilise d'autres outils. Donc par exemple, mes publications Facebook, elles sont initiées sur Facebook.
Donc en fait, je ne vais pas m'amuser tous les jours à faire des copier-coller pour alimenter mon Glide, mon Google Sheet. Donc j'ai mis en place un Zap, et le Zap il va se plugger sur Facebook, et dès qu'il y a une nouvelle publication sur le groupe Facebook, je lui demande de créer un record dans mon appli Airtable, parce que je suis plus fan de Airtable que de Google Sheet, mais derrière j'ai mis en place une synchronisation entre mon Airtable et mon Google Sheet. Ce qui fait que dès qu'il y a une nouvelle publication, Zapier l'envoie sur Airtable, et derrière il y a une synchronisation qui se fait entre Airtable et mon Google Sheet. Ce qui fait que cette feuille de calcul-là est mise à jour en automatique. Et c'est la même chose, si tu reviens un petit peu, c'est la même chose pour l'autre onglet. Donc on a un onglet contenu. Et dans l'onglet contenu, en fait, on a listé tous les contenus qu'on veut rendre accessibles. Et donc du coup, c'est juste un deuxième onglet dans le Google Sheet qui s'appelle contenu, où là également, en fait, on a listé tous nos contenus et on l'a synchronisé également avec Airtable. Et on a un onglet abonné CDV. Et c'est sur cet onglet abonné CDV que l'outil Glide va se plugger pour identifier que l'abonné est bien actif pour lui donner accès à la plateforme. Mais on pourrait même aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans Airtable, enfin ça c'est un test, hein, mais on pourrait très bien avoir dans Airtable en fait les publications. Donc on pourrait très bien gérer nos publications. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans Facebook, dans les publications du groupe, aller créer des nouvelles publications, on pourrait très bien les créer dans Airtable et mettre un bouton en disant c'est validé, et du coup à partir du moment où c'est validé, il y a un Zap qui les récupère pour aller créer la publication dans Facebook. Et même on pourrait aller encore plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui on a des vignettes qui sont créées par notre infographiste, mais aujourd'hui il y a des outils comme Bannerbeer qui génèrent des vignettes à la volée, ou des images à la volée, donc on pourrait très bien juste mettre le texte, et derrière dire tu cliques, et derrière il va se plugger à Bannerbeer qui va générer une vignette sur la base d'un template qu'on lui a prédéfini, et derrière ça va renvoyer l'URL de la bannière dans le Airtable qui va permettre derrière à mettre à jour la publication sur Facebook, et du coup c'est une publication où on a l'impression qu'elle a été faite entièrement à la main, alors qu'elle a été faite entièrement en automatique. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur les études de cas, on a monté un site pour justement cette prestation qu'on a lancée là, flow-automation.com, et du coup vous verrez tous les outils qui sont listés, qu'on a utilisés. Mais là je vous ai montré des études de cas que j'ai même pas mis sur le site en fait. Voilà. Est-ce que vous avez du coup un meilleur aperçu, même si c'était un peu technique des fois, encore j'ai essayé de rester très fonctionnel, sur la puissance des outils comme Zapier, Airtable? J'ai scotché tout le monde, là. Je crois que j'ai un débit de parole trop important là. Alors, c'est ça pour Non, franchement, le principe des outils no-code, c'est justement de mettre ça à la portée de tout le monde. Donc bien sûr, si tu passes par un prestataire, tu vois, le travail que nous on fait avec les clients, c'est le travail de process. Donc on fait la cartographie des process. Derrière, c'est vrai qu'on a un œil, on va prendre la vision globale et on va voir où est-ce qu'il faut standardiser. Et c'est vrai qu'on est familier avec les outils, donc c'est plus facile pour nous d'identifier les bons outils dont tu as besoin. Après, j'ai envie de te dire, c'est du no-code, donc par définition, 90% du truc que tu peux faire, tu peux le faire juste en cliquant, cliquer déplacer. Après, ça fait gagner du temps, comme tu dis, l'expert il va cartographier le truc, il sait où est-ce qu'il faut automatiser, où est-ce que c'est nécessaire ou pas. Et du coup, la question c'est. Très clairement, nos clients là, Jimmy, là, je pense que. On lui économiser quand même une personne à vie, quoi. Et la première question, c'est par qui on peut passer pour faire ça, et puis à partir de quand c'est nécessaire, parce que par exemple, moi j'ai des personnes qui prennent des appels. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si l'automatisation a un sens, mais par contre, faire des standards. Si tu as des gens, c'est vrai, pour moi, si tu as des gens qui prennent des appels, déjà tu as besoin de toi d'avoir une visibilité sur ce qu'ils font. Ouais. Donc déjà pour moi, tu vois, il y a un besoin de centralisation. On demande de me faire un petit WhatsApp, de me faire un petit compte rendu. Ouais, mais c'est pas comme ça que tu vas scaler. Ah ouais, non mais c'est clair, voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, la question se pose. La question se pose quand tu peux plus gérer ce que tu fais manuellement. La question se pose quand tu es le goulot d'étranglement en fait et que tu gères du truc qui est récurrent. La question se pose quand tu fais trop de copier-coller. La question se pose quand tu passes du temps à envoyer des factures à des clients alors qu'on a zéro valeur ajoutée à créer des factures et les envoyer aux clients. La facturation, elle doit être intégrée derrière. Alors voilà, typiquement la facturation, nous aujourd'hui, toutes les transactions qui sont dans l'Ornibox sont envoyées dans Airtable parce qu'on a un tableau de bord suivi du chiffre d'affaires dans Airtable. Avant, dès qu'on nous demandait une facture, on prenait un modèle Excel, on faisait la facture et derrière on l'envoyait, donc tout manuel.
Aujourd'hui, on clique sur un bouton, on va retrouver la transaction du client dans Airtable, on clique sur un bouton et le bouton génère un zap qui va créer la facture et qui va automatiquement l'envoyer au client. J'imagine qu'au départ, il y a une sorte de petit audit et puis ensuite, il y a une… Non, parce qu'en fait, il faut y aller, faut identifier les goulots d'étranglement, tu vois, il faut identifier ce qui est les pain points immédiats. Et après, en fait, tu vas voir d'autres choses qui ont du sens aussi à automatiser. Mais fait à partir sur un audit global, et tout, je trouve ça lourd, quoi. Et dans les formations que tu fais Flow Automation, donc c'est une nouvelle agence que tu as créée, et donc tu interviens au forfait, à l'heure, ou c'est comment? Là, en fait, on a fait des forfaits process pour les bêta-testeurs. On part d'un process, et après, nous, on cartographie le process, on standardise là où il y a besoin de standardiser, et on met en place des outils d'automatisation. Et s'il y a besoin de mettre en place une base de données sur mesure Airtable, on met en place la base de données sur mesure Airtable. S'il y a un outil qui s'y prête bien et qui n'a pas besoin d'un outil sur mesure comme Airtable, on va les proposer l'outil. Toi, typiquement, You Can Book Me, on pourrait reproduire le You Can Book Me dans Airtable, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont gérées déjà dans la réservation des calls dans You Can Book Me que ça n'a vraiment aucun sens de recréer ça. Tu vois, on passerait trop de temps. You Can Book Me, c'est un peu comme Calendly? Oui, c'est ça. Sauf qu'il est… Pour moi, il est mieux parce que nous, ouais, et puis nous, on a été vraiment limité. On avait un client qui était sur Calendly, on lui a dit, il faut que tu passes sur, typiquement Jimmy. En fait, Calendly gère mal les multi-commerciaux. Parce qu'en fait, si tu veux avoir plusieurs commerciaux, il faut que tu crées plusieurs calendriers. Mais donc, du coup, tu n'es pas au même niveau de granularité dans la base de données. Enfin, c'est un peu technique, mais Calendly ne le permettait pas, alors que You Can Book Me le gère très bien.